Récemment, j'ai évoqué sur la chaîne le développement de nouvelles technologies de drones et d'intelligence artificielle par les Russes. Et ensuite, dans une autre vidéo sur le Dôme d'Or, un projet colossal du gouvernement Trump. C'est essentiellement la reprise du projet Star Wars du gouvernement Reagan, visant à réactiver des armes spatiales antimissiles. Enfin, dans une autre vidéo, sur la façon dont l'Ukraine a su contourner les difficultés en innovant avec de nouvelles armes et technologies, notamment des drones. Beaucoup de gens ont commenté que les guerres finissent toujours par stimuler l'évolution technologique. Et ici, je dois être catégorique, c'est un mythe. La guerre ne devrait-elle pas favoriser plus de progrès technologiques ? Quand on l'affirme, on pense à la Première et à la Seconde Guerre mondiale. Les guerres précédentes et suivantes n'ont apporté que peu de progrès technologiques, contrairement à la Première et la Seconde Guerre qui ont fait exception. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une grande, immense coordination nationale autour d'un objectif majeur qui était de vaincre l'ennemi. Ce n'est pas que la guerre entraîne un développement technologique, c'est que la guerre agit comme une sorte de catalyseur. Elle finit par unifier les intérêts internes, les groupes, en mettant de côté les divergences pour se concentrer sur un objectif majeur qui est de vaincre cet ennemi extérieur. De même, l'environnement de compétition internationale stimule également le développement technologique, surtout pendant les périodes de guerre, mais aussi en temps de paix. Mais si d'un côté cette compétition stimule, de l'autre côté la coopération stimule aussi, et il est important que ces deux forces, la compétition et la coopération, avancent ensemble. Trop de compétition mène au chaos, au désordre, trop de coopération mène à l'accommodation et à la stagnation. Ces deux éléments ont stimulé le développement technologique, expliquant pourquoi la guerre froide fut une période de tel progrès. D'ailleurs, la période de 1950 à 2020, incluant la guerre froide, fut celle de la plus forte croissance de richesse matérielle et immatérielle de l'histoire humaine. La quantité de richesse et de développement technologique générée au cours de ces 70 dernières années est supérieure à tout ce qui s'est passé au cours des 2 ou 3 derniers rangs millénaires. Avant cela, grâce à la coopération parallèlement à la compétition. Et c'est ce que nous allons voir plus en détail dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez. Ça aide énormément quand vous partagez, vous n'avez pas idée à quel point votre partage est important. Pour que la chaîne géopolitique mondiale continue d'exister, sa survie dépend de vous. Je m'appelle Déléon Peta et voici la chaîne géopolitique mondiale. Une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que les civilisations meurent plus souvent par suicide que par assassinat, pour ainsi dire. Arnold Toynbee, il y a plusieurs décennies, l'avait déjà clairement expliqué. Il est rare qu'une civilisation soit détruite par des forces extérieures supérieures, surtout lorsqu'on parle des grandes civilisations. En général, il s'agissait de nations pourries et affaiblies, dont les voisins étaient plus opportunistes que véritablement habiles et stratégiques. Et c'est là l'une des leçons les plus dures et les plus sobres de l'histoire, mais aussi l'une des plus ignorées. Quand on pense à l'effondrement social, on imagine généralement une invasion étrangère, un effondrement économique ou une catastrophe soudaine, mais la plupart du temps, le déclin arrive silencieusement, de façon progressive. Tellement progressif en fait que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte avant qu'il ne soit trop tard. Et lorsque la crise devient visible, les fondations culturelles seront déjà pourries. C'est cette décomposition qui est le plus grand et invisible problème, car elle commence généralement là où personne ne s'y attend. Elle ne se produit pas dans les rues, par la fureur populaire, ni dans les casernes de militaires mutinés, ni dans les camps de rebelles cachés. De tels événements sont la conséquence, et non la cause. Cette décomposition commence dans des lieux comme les écoles, non pas avec la foule, mais avec l'élite et les intellectuels. Pas avec le chaos, mais avec le confort. L'histoire n'est rien de plus, rien de moins que le récit de la façon dont les civilisations ont dégénéré et se sont effondrées après avoir atteint ce qui, à l'époque, était leur apogée de puissance et de prospérité. Alors nous devons réfléchir non pas à la façon dont les civilisations entrent en déclin, mais plutôt à ce qui cause ce déclin. Et, à maintes reprises, la réponse n'est pas le manque d'intelligence ou de ressources, mais la rupture des valeurs culturelles natives. Prenons l'Empire romain comme exemple. Rome n'a pas été conquise en un jour, et elle n'est pas tombée par manque de force, bien au contraire. Rome avait la richesse, le pouvoir et des siècles d'expérience en matière de domination. Mais elle avait aussi autre chose, et c'est cela qui allait causer sa perte, la complaisance.
À mesure que la prospérité augmentait, la discipline diminuait, et à mesure que la puissance militaire grandissait, la retenue morale s'affaiblissait. Les valeurs qui ont construit Rome, comme le travail acharné, la famille, le sacrifice, le devoir civique, ont été progressivement corrompues par la décadence. Lorsque les barbares sont arrivés aux portes de Rome, Rome était déjà tombée de l'intérieur. C'est ce que je veux que tu comprennes. Tulco Cicerón, même si une nation peut survivre, gouverne les valeurs qui, mais pas la trahison interne. Et même ainsi, au fil du temps, la décadence interne a été expliquée, idéalisée ou même ignorée. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ils ont bâti le civisme et affaibli peu à peu les frontières nationales. Quand des troubles internes surgissent, le système est déjà mort. Il ne manque plus qu'un coup de pied dans les tibias des jambes faibles des institutions pour les faire tomber définitivement. Elles sont déjà faibles, mais il manque le symbolisme de leur faiblesse. La perte de leur statut de force n'est que la dernière phase d'une décadence. On croit tous en la force d'une institution pourrie, jusqu'à ce que les signes de cette corruption s'accumulent. Et puis quelqu'un décide de s'y opposer et, ce faisant, révèle la vulnérabilité et la faiblesse de cette institution. Comme toujours, la plupart des gens confondent le symptôme avec la cause. L'une des choses les plus répétées au cours de l'histoire, c'est la surprise, la perplexité des gens de voir qu'un tel super-pouvoir est tombé si rapidement, allant à l'encontre de l'image de force établie par plusieurs générations, parfois même des siècles. L'ironie du déclin culturel est qu'il suit souvent de grandes périodes de souffrance. La prospérité élimine les pressions immédiates de la survie, elle crée le confort, et ce confort avec le temps engendre la complaisance. L'un des signes les plus marquants d'une société en déclin est l'émergence d'une nouvelle classe d'intellectuels. Des personnes qui se sentent en droit de réinventer tout ce que les générations précédentes ont construit tout en produisant très peu de valeur par elles-mêmes, remettent en question la légitimité des systèmes mêmes qui leur ont donné et garanti leurs privilèges, idéalisent les ennemis et diabolisent leur propre culture. Ils privilégient les sentiments aux faits, les intentions aux résultats et le ressentiment à la gratitude. Ils se pensent supérieurs et méprisent la culture traditionnelle et l'homme ordinaire. Par ennui et oisiveté, ils craignent des problèmes, convaincus que rien de ce qu'ils font ne détruira vraiment la société. Mais l'histoire raconte une toute autre histoire. Aucune société ne peut survivre sans institutions fortes et, par force, il ne faut pas entendre l'autoritarisme. Des plus fondamentales, comme la famille, jusqu'aux lois, à l'éducation, aux religions, au gouvernement, les institutions ne sont fortes que dans la mesure où les valeurs qui les soutiennent le sont. Aujourd'hui, nous voyons des valeurs attaquées, précisément là où elles devraient être défendues. Dans les écoles, le mérite est rejeté comme oppression. Dans les tribunaux, la punition est remplacée par des thérapies. Dans les médias, l'indignation remplace l'analyse. Les présentateurs et journalistes sont de plus en plus préoccupés à donner leur opinion, teintée d'une touche moralisatrice plutôt qu'à transmettre des informations. Dans les familles, l'autorité est ridiculisée et la paternité n'a pas seulement été banalisée, elle est aussi devenue une cible d'attaque. Comme Thomas Sowell l'a mentionné un jour, la dégradation de l'éducation nord-américaine n'a pas commencé avec de mauvaises notes aux examens, mais plutôt lorsque les écoles ont cessé de transmettre des connaissances pour commencer à promouvoir une idéologie. Quand les faits ont été remplacés par des points de vue, quand la discipline a été remplacée par l'estime de soi et quand l'excellence a été redéfinie comme de l'élitisme. Et l'établissement de cela aux États-Unis a fini par s'étendre à de nombreux autres pays, principalement en Europe et en Amérique latine. Au Brésil, Geraldo Alckmin, actuel vice-président et ex-gouverneur de São Paulo, a initié ce processus de désintégration, qui s'est étendu dans tout le pays au fil des décennies, avec l'apocalypse soutenue par le PT et le PSOL. Ce ne sont pas de petits changements, ce sont des déplacements tectoniques dans le sol culturel. Croire que tout changement est positif est une illusion dangereuse dans une société en déclin, car changer ne signifie pas toujours progresser. Lorsque les valeurs culturelles qui ont rendu une société fonctionnelle sont rejetées au nom de la nouveauté ou des modes, le résultat n'est pas la libération, mais bien la décadence. La civilisation n'est pas l'état naturel de l'homme, c'est une conquête, et une conquête fragile. Elle se construit lentement, à un coût élevé, et n'est préservée que par la retenue, la discipline et la clarté morale. Quand ces choses ne sont plus enseignées, que toute tradition est remise en cause et que toute norme est déconstruite juste pour distraire des intellectuels lassés.
Alors ce n'est qu'une question de temps avant que la société ne commence à se désagréger. Il n'est pas nécessaire de regarder plus loin que la criminalité. Dans de nombreuses villes brésiliennes et latino-américaines, et même nord-américaines et européennes, de nos jours, la criminalité violente est en pleine augmentation. Et ce n'est pas par manque d'argent ou d'emploi, mais par manque d'application de la loi, les lois ne sont pas appliquées. Les délinquants sont choyés, les policiers sont diabolisés alors qu'ils obéissent tant toujours à des ordres injustes et parfois illégaux, donnés par des bureaucrates en costume-cravate dans des bureaux qui n'ont jamais mis les pieds dans la rue. Le résultat ne peut être autre que le désordre. Et même si les gens en subissent tant les conséquences, les intellectuels trouvent des excuses. Ils disent bon que le système est à casser. Non. Je ne trompe pas un l'ancien Isamo. Le verbe que... Mais au chaos, et une fois que ce chaos s'enracine, rétablir l'ordre n'est pas du tout facile. Et ce déclin culturel, ce n'est pas un mystère car il suit des schémas historiques, il a des signaux d'alerte, et le signe le plus évident, c'est lorsque la vérité devient négociable, parce qu'elle peut offenser quelqu'un lorsque les faits sont subordonnés aux sentiments. Quand les normes sont rejetées comme arbitraires, quand les jugements moraux sont remplacés par le relativisme moral. Ainsi, la complaisance, l'accommodement, l'absence d'un objectif commun peuvent conduire les civilisations à la décadence. D'un autre côté, nous avons déjà un soutien historique pour voir comment éviter cela. À partir du moment où nous regardons l'histoire, nous voyons que les périodes les plus brillantes se sont produites justement lorsque les civilisations n'étaient pas nécessairement en guerre, mais plutôt unies autour d'un objectif commun, quelque chose bien souvent qui dépassait leurs différences. Alors la guerre, parfois, dans certains cas, a fait en sorte que ces peuples, ces groupes politiques, mettent de côté leurs divergences et s'unissent autour d'un objectif. Mais ce n'est pas la guerre qui se traduit par cet élan scientifique, mais bien le but. Lorsque l'humanité fixe un objectif, un but, ou la civilisation en question, elle va probablement progresser et se développer. Ce n'est donc pas, encore une fois, la guerre, mais bien ce but qui unifie les divergences internes des civilisations ou les divergences entre les civilisations. L'anthropologue Joseph Henrich, dont j'ai déjà parlé ici sur la chaîne, montre un avantage fondamental de la coopération. Voyez que pendant la préhistoire, les Néandertaliens étaient peut-être plus intelligents que nous, plus grands et plus forts, mais ils ont fini par être vaincus par le temps. Parce que contrairement à eux, les Homo sapiens, nos ancêtres, savaient mieux travailler en groupe. Mais bien sûr, nous n'avons pas besoin de remonter aussi loin dans l'histoire. Parce qu'il montre clairement, très clairement, comment les sociétés qui parviennent à établir des objectifs partagés et clairs dans des contextes pacifiques et collaboratifs sont celles qui réalisent de grands progrès culturels et technologiques. Et c'est justement l'alignement culturel et institutionnel pacifique plus que le conflit qui génère des innovations durables. Nous revenons ici à ce que j'ai dit au début. Pendant la guerre froide, la compétition était très forte entre les États-Unis et l'Union soviétique. L'un avait pour grand objectif de faire tomber l'autre, de gagner la guerre froide, principalement à travers la course technologique. Cela a fait en sorte qu'ils aient un objectif commun au sein de leur société, ce qui a permis ce grand développement technologique. Cependant, parallèlement à cette compétition acharnée, il y avait la coopération. Comme je l'ai mentionné, il y avait un certain respect des Soviétiques envers les Américains et des Américains envers les Soviétiques. Mutuel, même s'ils se détestaient. À l'époque, il existait aussi une certaine admiration pour leurs avancées scientifiques. Si vous regardez les journaux de l'époque, vous verrez qu'il y avait une certaine jalousie, mais c'était une jalousie respectueuse, disons, du genre « ça aurait pu être nous qui avions réussi cela ». C'est quelque chose qui les amenait à mettre de côté leurs divergences et à s'admirer mutuellement, dans des aspects très spécifiques. Évidemment, pas sur le plan économique ou militaire, mais sur les avancées scientifiques qui étaient réalisées, surtout autour de la course à l'espace. Cependant, avec la fin de la guerre froide, cela est devenu plus problématique. Non seulement la Russie avait désormais pour objectif de survivre, de se reconstruire après l'effondrement de l'Union soviétique. Comme les États-Unis ont eu un problème, une grande crise d'identité. Et maintenant, quel est le rôle des États-Unis ? Cela s'est même reflété au sein de l'OTAN.
Quel est le rôle de l'OTAN qui a été créé pour empêcher une invasion hypothétique de l'Union soviétique dans un monde où l'Union soviétique n'existe plus? Ce rôle de l'OTAN après la guerre froide a toujours été un problème, car ils ont même suggéré à plusieurs reprises que l'OTAN devrait être dissoute. Bien sûr, avec la guerre en Ukraine, cette question est revenue sur le devant de la scène, mais pas aussi fortement qu'à l'époque de la guerre froide. Donc l'absence de but après la guerre froide est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous pouvons observer ce ralentissement technologique après les années 90, et cela va probablement continuer pendant un certain temps, à moins qu'un nouveau but n'apparaisse qui, encore une fois, incite les civilisations à coopérer autour d'un objectif commun. Donc non, ce n'est pas la guerre qui est le moteur de la technologie et du développement de la civilisation, mais la coopération autour d'un grand objectif. Et cela est ce n'est plus notable pendant les guerres, car c'est là que la population se rassemble autour d'un objectif à atteindre, qui dans ce cas est de gagner la guerre. Mais confondre la guerre comme moteur avec la coopération comme moteur, c'est comme confondre la cause avec l'effet. C'est comme confondre la pluie avec les nuages de pluie, comme si le premier était la cause du second, mais le second n'est pas le seul résultat possible. Car, de la même manière, ce n'est pas parce qu'il y a des nuages de pluie qu'il y aura nécessairement de la pluie. De même, ce n'est pas toujours parce qu'il y a coopération qu'il y a guerre, et ce n'est pas toujours parce qu'il y a guerre qu'il y aura coopération. Comme l'a souligné l'historien Yuval Harari dans son livre Sapiens, l'Homo sapiens n'a pas dominé le monde parce qu'il était physiquement plus fort, ni parce qu'il était plus intelligent que les Néandertaliens. La différence cruciale a été la capacité de coopérer de manière flexible en grand nombre. Et cette coopération n'est pas née de la guerre, mais de la capacité unique à créer des objectifs communs, comme des religions, des mythes, des idéologies et des projets. Cette capacité a soutenu empires, civilisations et révolutions scientifiques. Et rien n'empêche que ce même mécanisme soit utilisé en temps de paix, s'il y a un objectif clair, de la discipline et une culture solide. Le problème alors, c'est que lorsque la société perd ses objectifs, ou pire encore, commence à attaquer les propres fondements qui lui ont donné sa cohésion. À cause de cette élite intellectuelle ennuyée, la coopération disparaît et, à sa place, entre le ressentiment, l'ego déguisé en vertu et l'idéologie travestie en progrès. Ce n'est pas l'absence de ressources qui détruit la civilisation, ni ses ennemis extérieurs. C'est la perte de but qui, à son tour, ouvre la voie à la dégénérescence culturelle qui ronge la civilisation de l'intérieur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Partagez la vidéo pour soutenir la chaîne Géopolitique Mondiale. Cela peut sembler peu, mais le fait que vous partagiez sur d'autres réseaux sociaux aide énormément. L'algorithme de YouTube fait en sorte que la chaîne apparaisse dans les recherches, donc vous aidez vraiment beaucoup en faisant cela. Si vous aimez vraiment la chaîne et souhaitez garantir la production de ce contenu spécialisé, rarement grand public, devenez membre selon la catégorie à laquelle vous appartenez. Vous bénéficierez d'un accès anticipé à des vidéos exclusives, comme la géopolitique de l'Empire mongol, ainsi qu'à d'autres vidéos et live avec moi. Mais selon la catégorie, votre nom apparaîtra ici dans la liste finale. Ou alors vous pourrez voter pour la prochaine vidéo à réaliser ici sur la chaîne Géopolitique Mondiale. Alors devenez membre. En plus de tout cela, vous garantissez que la chaîne continue de survivre amicalement et à la prochaine vidéo.